Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à E-Tech. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Mohamedou Mbengue. Bonsoir. Bonsoir Ousmane. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes le directeur général de GT Technologies. GT pour Grant Thornton, un fournisseur global de services informatiques, ancien de l'ADIE, l'Agence de l'informatique du Sénégal, passé également par la FinTech InTouch chez Omar Cissé. Peut-être que la rencontre entre vous deux remonte aux années. Vous étiez à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Vous sortez effectivement de l'ESP en 2006, Mohamedou Mbengue, avec un diplôme d'ingénieur de conception IT. Vous avez une expérience d'une quinzaine d'années dans le management IT, avec une spécialisation dans le pilotage de grands projets de transformation digitale. Vous avez d'ailleurs présenté l'expérience estonienne au président Macky Sall lors de la venue de son homologue estonienne à Dakar au mois de décembre dernier. Ça tombe bien, la transformation digitale, on en a beaucoup parlé lors du sommet du G7 à Biarritz, dans le sud de la France. Le G7 qui s'est joué entre les 24 et 26 août dernier. Aujourd'hui, le fait qu'une problématique aussi importante que la transformation digitale soit discutée au sein du G7 avec des chefs d'État africains, dont le nôtre, Macky Sall, c'est une bonne nouvelle pour le continent? Oui, une bonne nouvelle, mais de toute façon, tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie de croissance sans intégration du digital. Une étude récente de la Banque mondiale faisait état que les États qui réussissent cette transition numérique peuvent gagner 2 points de PIB et avoir 1 point de recul sur la pauvreté. Donc, oui, mais il y a d'un côté la compréhension et de l'autre l'action. Effectivement. Donc, dans le discours, je pense que le discours, il est beau et c'est une volonté qui est affirmée partout, mais dans la mise en œuvre, il y a encore des lacunes qu'il faut corriger. Et cela va de la gouvernance du système, de l'écosystème du numérique. On reviendra toujours à la gouvernance. Nous reviendrons là-dessus très certainement, en passant par la politique d'investissement, le cloisonnement des SI en silo, la conduite du changement qui est faiblement intégrée, mais surtout les business models. Parce que les projets de transformation digitale, c'est un voyage dans le temps. Il faut pouvoir soutenir les investissements dans le temps et faire évoluer l'ensemble des systèmes d'information en synergie avec l'environnement qu'il décrit. On a l'impression justement que le gros goulot d'étranglement ici, c'est la conduite du changement. Quand on parle de transformation digitale, le chef de l'État a beau faire des sorties pour prêcher la modernisation de son administration, mais toujours est-il que ça coince quelque part. C'est quoi le problème? Mais effectivement, parce que nous avons l'habitude de le dire, dans le mot transformation digitale, il y a un seul mot qui est important et ce n'est pas le digital. C'est la transformation. Et quand nous parlons de transformation, c'est partir d'une situation A à une situation B. Donc, pour partir de cette situation A, il faut la connaître. Aujourd'hui, il est indispensable que nous fassions un état des lieux. Nous avons très récemment réalisé une étude où nous avons essayé de remonter les causes sources aujourd'hui des différentes problématiques. Vous, en tant que Grant Thornton Technologies. Oui. Et ce sont les mêmes problématiques qui reviennent sur la gouvernance, sur le cloisonnement des SI, sur la cybersécurité globalement. On en parle beaucoup, la souveraineté numérique, mais ce n'est pas encore intégré dans toutes les politiques qui sont mises en œuvre. La conduite du changement, mais surtout avoir ce système qui permette d'assurer l'orchestration entre les différents SI qui existent au niveau des différents départements administratifs. Oui, mais à force peut-être de faire des sorties, on peut s'autoriser à espérer que ça va changer un jour. Or, ce que je vois ou ce que je ne vois pas, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic. Oui, je pense que si, les mots sont connus. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, nous savons que le problème majeur est structurel. Mais est-ce qu'on a une géographie des blocages? Mais très certainement. Nous, dans l'étude que nous avons menée, nous avons de façon très précise pointé du doigt dans GT Technologies pour le compte du Sénégal. Oui. C'était à l'issue de la présentation que nous avions faite devant le président de la République et la présidente estonienne. De l'expérience estonienne. De l'expérience estonienne. Et nous avons mené cette étude pour voir
comment nous pouvons nous inspirant du modèle estonien et partant de l'existant, construire un modèle sénégalais qui nous permette d'arriver à une administration qui est centrée sur les usagers, mais qui est orientée service. C'est en faisant cela seulement que l'administration, au lieu d'être un centre de coûts, va devenir un centre de profit. Or, le chef de l'État l'a dit dernièrement à Diamniadio, on a l'impression que l'administration est centrée sur elle-même au lieu d'être centrée sur les usagers. Non, mais c'est clair. Moi, je dis, tous ces projets que nous sommes en train de mener, pour juger de leur impact, il faut juste aller voir les usagers du service public au quotidien et leur demander si leur rapport avec l'administration a changé, s'ils sont plus confortables dans la façon dont le service est rendu. Tant que les usagers ne peuvent pas accéder de façon aisée au service public, tant qu'ils ne peuvent pas depuis chez eux avoir l'information, réaliser la procédure, procéder au paiement, nous ne sommes pas encore à une transformation digitale. Et quand nous parlons de transformation digitale, il y a un volet hyper important qui est l'amélioration du fonctionnement interne de l'administration. C'est hyper important d'optimiser les différents processus internes dans la communication, dans la façon d'interagir pour réduire les coûts de fonctionnement de l'administration. Après, il faut simplifier la façon de rendre le service public. Les usagers sont exigeants de nos jours. Ils s'attendent à avoir le service qui est très bien fait, de qualité et à moindre coût. Et disponible. Mais la disponibilité est une exigence. Elle est évidente. Elle doit être, pour le service public, elle doit être un droit universel. Oui, mais ce qu'on voit, Mohamedou, c'est que par exemple, pour ce qui est des hôpitaux, de plus en plus, au lieu de gérer un peu, disons, les visites à travers un système digitalisé pour rendez-vous, on préfère convoquer tout le monde à 9 heures, sachant qu'évidemment, on ne peut pas prendre en charge tout le monde, on ne peut pas recevoir tout le monde à 9 heures. C'est quoi le problème? C'est une question de volonté, de stratégie ou disons, un défaut de prise de conscience de la réalité? Mais c'est un tout. Je pense que les responsabilités sont à situer à plusieurs niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté, elle est affirmée. Elle est affirmée par les plus hautes autorités. Aujourd'hui, il faut que le leadership maintenant soit exercé et de façon constante. Vous voulez dire quoi? Voilà, au niveau les plus hautes autorités, à travers le président de la République, le secrétaire général du gouvernement, doivent s'assurer d'avoir la cohérence globale dans la mise en œuvre des politiques d'informatisation. Mais or, la cohérence, ça semble aux abonnés absents. Oui, parce que tout simplement, quand je parle de ce leadership fort, il faut que tout le monde se mette dans les lignes. Quand nous avons certaines administrations qui pensent détenir le monopole des données qu'elles produisent et qu'il n'y a aucune instance de l'État qui les rappelle à l'ordre, nous n'aurons jamais un SI intégré de l'administration. Laxisme? Je ne dirais pas laxisme, mais je pense qu'il y a ce leadership-là qui doit être constant. C'est-à-dire s'assurer d'avoir les tableaux de bord, la vision d'abord, après les différentes orientations, décliner les différents projets à mettre en œuvre, mettre en place les cadres de mise en œuvre de ces projets avec des outils de suivi et évaluation qui remontent l'ensemble des indicateurs, mais surtout les impacts de ces projets sur les différentes parties prenantes. Quand nous arrivons à faire cela et que nous évaluons de façon continue, nous rentrons dans un cycle d'amélioration continue qui, si il est maintenu, nous permettra d'avoir les résultats escomptés. Mais oui, nous fournissons beaucoup d'efforts pour lancer des projets, mais après, ces projets, le système n'évolue plus, alors que la réalité, l'environnement évolue. Les utilisateurs deviennent de plus en plus exigeants, alors que le budget est inexistant pour assurer l'exploitation et la maintenance évolutive de ces systèmes. Donc c'est un tout, à la fois structurel, organisationnel, économique, avec des business models qui sont soutenables dans le temps, et après technologique. Et quand nous arrivons à la technologie, il faut arriver à faire jouer le rôle à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Cela va des startups aux petites et moyennes entreprises et grandes entreprises du secteur. Chacune de ces entreprises a sa partition à jouer. C'est en organisant cette symphonie-là que nous arrivons à avoir une économie numérique et que le secteur va se développer parce qu'ayant une partie de la commande publique, donc elles arrivent à capter une partie de cette commande publique,
à se développer et à innover pour améliorer le service public. C'est toute une révolution que vous nous annoncez là. Exactement, parce que quand nous parlons de transformation digitale, souvent les gens se limitent à la technologie. Souvent nous achetons quoi? Nous achetons des machines, nous achetons juste de la technologie. Alors que nous devons acheter de la connaissance et de la technologie à intégrer donc dans notre tissu, dans notre écosystème, à travers des startups, pour que demain, ce soit ces startups qui mettent à niveau nos différentes plateformes. Oui, mais des startups, on n'en manque pas au Sénégal. Nous n'en manquons pas. Mais que fait l'État pour vraiment aider ces startups-là, pour les renforcer et en faire des champions? Que fait l'État? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons dans le monde un pays qui a réussi sa transformation ou sa révolution numérique sans pour autant compter sur son secteur privé local? Justement, parlez-nous de l'expérience estonienne pour vous qui avez fait le déplacement, qui avez présenté un peu cette expérience-là au chef de l'État sénégalais. Quelle est la particularité estonienne par rapport à nous? Ouais, c'est d'abord la vision, parce que l'Estonie est un État indépendant depuis 1994. Et à partir de 1997, ils ont commencé à travailler sur leur plan de transformation. Ils ont misé sur le digital. Cela veut dire qu'en Estonie, il n'y a pas une politique qui est élaborée sans pour autant intégrer le digital. Après, cela se fait de façon progressive et incrémentale. Ils ont commencé par la partie e-governance, en facilitant, en fluidifiant les interactions entre les différentes administrations et les agents de l'administration. Parce que si l'agent de l'administration doit passer une journée pour avoir un acte auprès d'un autre département ministériel, c'est une journée qui est perdue pour son service et journée pour laquelle, du moins, il aurait dû servir des usagers du service public. Donc, ils ont travaillé sur cette partie e-gouvernance. Après, sur la partie carte électronique, il est indispensable de pouvoir identifier les usagers quand ils utilisent les services en ligne. Il n'y a point de révolution numérique sans une identification électronique forte. En Estonie, l'enfant est inscrit sur le registre d'état civil au moment même de sa naissance, à l'hôpital. Est-ce que ces Estoniens-là ne grandissent pas avec cette culture digitale, tout le contraire de chez nous, par exemple? Oui, mais ils ont investi. Et je reviens toujours à la stratégie. Il y a une vision derrière. Oui, quand ils ont fini de travailler sur la partie identité électronique, ce qui pouvait se faire même via le mobile, aujourd'hui, ils parlent même de e-residency. Ils sont allés très loin dans la question identitaire. Après, ils reviennent à la question de la sécurité. Parce que quand nous parlons aujourd'hui de transformation digitale, c'est un volet à ne pas négliger. Et quand vous bâtissez un tel système, après, il y a des sous-systèmes qui existent. Ils ont travaillé sur T-Road, qui est communément appelé X-Road, qui permet, c'est un système d'échange de données qui permet d'interconnecter l'ensemble des ICI de l'administration estonienne. Oui, la présidente estonienne nous parlait d'ailleurs d'une plateforme de données en ligne unifiée. Et l'agence de l'informatique de l'État du Sénégal, avec la volonté du président Macky Sall, voudrait d'ailleurs aller un peu dans ce sens-là. Quels sont les préalables, les conditions que ça demanderait? C'est indispensable de toute façon. Quand nous avons fini de mettre en place les principes et les architectures générales auxquelles toutes les administrations doivent se conformer pour bâtir leur SI, il faut juste mettre un système qui permet d'orchestrer le tout. Quand une information est produite, elle est sauvegardée dans une base de données d'un département ministériel donné. Quand une autre administration en a besoin, selon le niveau d'habilitation, elle doit tout simplement pouvoir y accéder. Quand nous parlons de e-administration, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a juste des principes à poser. Et ces principes sont simples à dire, mais dans la mise en œuvre, quand nous arrivons à les mettre en œuvre, c'est là où nous avons une véritable administration. Le défi, c'est la mise en œuvre. Voilà. Les principes peuvent être simplement, l'administration ne demande pas à un usager une information qu'il aurait produite. C'est simple à dire, mais cela veut dire quoi? Le casier judiciaire, pour n'importe quelle procédure que vous faites, on ne va plus vous redemander le casier judiciaire. L'administration ne vous redemande plus l'état civil, le dossier, l'acte d'état civil. L'administration ne va plus vous redemander des informations auxquelles elle doit accéder. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut que tous ces systèmes puissent permettre de collecter les informations. Mais en partant de la mise en place de l'identité numérique. C'est indispensable. C'est la base. Non.
c'est comme vous dites, vous avez un privé qui veut vendre des produits sans pour autant connaître les gens à qui il veut vendre ces produits. C'est également vrai pour l'administration. L'administration doit connaître ses administrés. Et quand nous arrivons à donner cette identité numérique, il y a énormément de services qui deviennent aisés. Le fait d'ouvrir un compte bancaire. À la banque, on vous demande un certain nombre de papiers, on vous demande la copie de la pièce d'identité. Alors qu'avec l'identité numérique, c'est la personne elle-même qui produit son identité depuis son téléphone mobile, par exemple. En Estonie, simplement. Tout simplement. Après, quand nous avons fini avec cette identité électronique et que nous orchestrons le tout, maintenant, il faut travailler dans les différents secteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la culture, mais c'est un effort constant. En Estonie, en relation avec les banques, ils ont formé pas moins de 10% de la population sur comment ils peuvent se familiariser avec les outils digitaux. Mais ça demanderait une certaine conduite du changement-là. Or, cette conduite du changement-là, comment la conduire? Non, ça, je pense que c'est l'une des principales raisons d'échec des projets. Standish Group a produit un rapport entre 1994 et 2014 sur 3500 projets IT de plus de 10 millions de dollars de budget. Et on se rend compte que seulement 29% des projets réussissent. La conduite du changement? La conduite du changement va représenter 10%, au moins 10 à 11% des projets qui ne réussissent pas. Parce que tout simplement, quand nous parlons de conduite du changement, les gens pensent simplement à de la formation. La conduite du changement, ce n'est pas de la formation. C'est plus profond que ça. Non, mais c'est un tout. Quand nous voulons faire opérer un changement, nous devons maîtriser la situation initiale et définir un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer dans le temps est-ce que nous avons les résultats escomptés. Après, il faut amener les différents acteurs, les différentes parties prenantes à intégrer ce changement et à être des acteurs de ce changement. Il ne s'agit pas simplement de les contraindre, non. Il s'agit de créer un mouvement d'ensemble pour que tout le monde aille dans la même direction et pour que les résultats escomptés puissent être atteints. En l'occurrence, que devrait faire rapidement le chef de l'État s'il veut faire adhérer les agents de son administration à son projet de modernisation? Mais je pense que c'est un tout. D'abord, il faut retravailler le cadre d'un point de vue gouvernance. Il faut mettre un cadre de gouvernance fort et qu'il puisse affirmer un leadership constant. Mais fort, ça veut dire quoi? Non, mais c'est avec un ancrage institutionnel et des moyens, pas juste financiers, mais légaux et réglementaires, qui permettent à cette institution de pouvoir garantir l'alignement stratégique des projets. Plusieurs départements... Vous préconiserez quoi pour être concret? C'est une agence? Cela peut être la DIE, cela peut être une autre agence qui assure la gouvernance du secteur, qui doit s'assurer de l'alignement stratégique des différents projets et qui a la prérogative d'arrêter un projet si ce n'est pas pertinent, qui doit évaluer la rentabilité, qu'elle soit économique ou financière, des différents projets, qui doit définir les cadres de mise en œuvre de ces projets et dégager les principes généraux et les normes de mise en œuvre des systèmes d'information et assurer la mise en place de ce système d'orchestration. Cela ne veut pas dire que c'est cette instance qui doit mettre en œuvre ce système d'orchestration, mais c'est cette instance qui doit jouer la mission, qui doit avoir la mission régalienne et qui doit choisir les acteurs du secteur privé local qui vont bâtir ce système. Oui, la ministre de l'économie numérique du Sénégal, Ndeye Tické Ndiaye Diop Mahamadou Mbengue, qui nous dit que l'État est conscient qu'il faut aller vers une mise en cohérence et que la preuve que l'État en est conscient, c'est le fait que désormais l'ADIE dépend de son ministère. Ça suffit comme garantie? Non, pour moi, cela ne suffit pas. Le ministère, c'est un département ministériel. L'ADIE rattachée au ministère et on dit qu'on veut conférer à l'ADIE la politique d'informatisation alors que d'un point de vue protocolaire, peut-être le ministère vient bien après d'autres ministères, cela peut poser problème. Il faut un ancrage plus fort. À un moment, c'était à la présidence de la République. Je pense qu'il faut nécessairement aller vers une autorité, voilà, mais qui ait les moyens. Sans les moyens, cela nécessaire. Voilà, c'est indispensable. Quand nous arrivons à mettre en place une instance qui est forte et qui a l'appui constant des autorités, je pense que nous pouvons arriver à cela. Après, il faut revoir les missions de cette institution. Ce n'est pas de faire, mais c'est de faire. Pour avoir une économie numérique, il faut avoir un écosystème qui participe à la création de valeur dans cet écosystème-là. Il faut
donner une partie de cette commande publique aux startups, bien sûr en l'encadrant, mais surtout demain, c'est ça qui nous permettra de garantir notre souveraineté numérique. On a vu par exemple les sorties récentes et régulières d'ailleurs de Optic, l'organisation des professionnels des TIC avec Antoine Gomme, qui fustige souvent le fait que les gros marchés soient donnés à des étrangers. Le cas par exemple du très sensible état civil, vous en dites quoi? Oui, mais c'est un combat perpétuel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder autour de nous. Il n'y a aucun pays qui a su assurer cette révolution numérique sans pour autant compter sur son secteur privé. Mais est-ce que le problème de fond, ce n'est pas ce manque de confiance entre guillemets finalement? Mais cela ne devrait pas se poser. Mais sauf que ça se pose. Pourquoi cela ne devrait pas se poser? Parce que nous sommes quand même dans un domaine qui est de la technologie, qui est une science en fait. Nous ne sommes pas dans de la philosophie ou de la littérature. Et aujourd'hui, le défi n'est pas technologique. Le défi est d'abord structurel et organisationnel. Après, c'est les modèles économiques qui permettent de sous-tendre, de soutenir dans le temps les investissements et d'arriver à faire évoluer ces systèmes. Donc je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'État réorganise ce secteur, mais qu'il y ait une préférence nationale dans certains sujets. Parce que nous avons des startups qui sont à même de délivrer les services. Nous avons de belles startups dans la logistique, dans les paiements. Il y a PAPS, dans les paiements, il y a African Payment Gateway. Il y a énormément de startups qui font un travail extraordinaire, Paydunia sur le paiement. Voilà. Donc aujourd'hui, si nous arrivons à donner une partie de la commande publique à ces startups, donc elles vont capter, donc avoir plus de CA, avoir la capacité à développer, à créer de la valeur et à innover davantage, mais cela va profiter à l'administration. Et c'est en faisant cela que nous créons une économie numérique. Mais si nous prenons tous les gros projets, nous les externalisons, quitte de la souveraineté numérique, quitte des coûts de maintenance, parce que ces systèmes, il faut les faire évoluer également. Oui, on a vu qu'il y a des pays, par exemple, qui ne badinent pas avec la souveraineté numérique. Je pense que l'exemple le plus éloquent serait sûrement l'exemple américain avec Hillary Clinton, qu'on a poursuivi en justice parce qu'elle aurait utilisé à la place de mails professionnels, des mails privés. Le fait qu'une affaire comme ça atterrisse en justice, est-ce qu'on pourrait l'imaginer au Sénégal? Autrement dit, est-ce qu'on a cette culture de la nécessité de protéger nos données? Je pense que quand nous parlons de cybersécurité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Quand nous parlons des écoles, des différents établissements, le centre de cybersécurité, c'est pour juste une partie de la population. Alors que quand nous parlons de cybersécurité, il faut travailler sur la cyberhygiène. Nous parlons beaucoup de souveraineté numérique. Et il y a la question même du cloud gouvernemental devrait être posée. Aujourd'hui, nous avons une multitude de clouds qui sont en train de pousser un peu partout dans les structures administratives, mais quitte de la consolidation de ces data centers. Voilà. Il nous faut avoir un cloud gouvernemental dans lequel les principes sont harmonisés et les différents ici intégrés. Ce n'est pas le cas avec l'ADIE, non? Oui, l'ADIE, je pense que travailler sur un cloud, mais qui aujourd'hui n'est pas généralisé. Elle serait impuissante d'ailleurs parce que l'ADIE fait des sorties régulières pour dire que beaucoup de ministères ne suivent pas un peu. Par exemple, quand le chef de l'État a demandé à ce qu'on utilise les adresses gouvernementales, ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça devrait être le cas. C'est pour ça que je dis qu'il faut un leadership constant. Un leadership, des sanctions, il faut quoi? Mais il le faut. Je pense que dans toute organisation, il doit y avoir des règles. Et quand les règles ne sont pas respectées, maintenant, il faut que l'État puisse montrer, voilà, pour imposer le respect de ces règles-là. Imposer comment? Mais il y a différentes manières de le faire. Si nous voulons utiliser la messagerie, il y a une autre question maintenant. Après, il faut s'assurer d'avoir le niveau de sécurité minimum qui est requis pour ce type d'infrastructure. Oui. Faire auditer par des cabinets externes. S'il faut faire évoluer la plateforme, la faire évoluer. Mais après, il faut tout simplement, voilà, imposer à ce que toutes les communications passent par ce canal. L'état civil, rapidement, on a vu qu'on a investi énormément là-dessus. Je pense que dernièrement, le ministre de la décentralisation a annoncé un montant de 17 milliards de francs CFA. L'état civil, gros casse-tête, malgré les années et malgré les enveloppes? Oui, l'état civil, je pense que nous tous, nous y sommes passés.
mais nous peinons encore à trouver la solution parce que nous abordons toujours la problématique de l'état civil d'un angle technologique, alors que le problème n'est pas technologique. Le problème est avant tout organisationnel. Aujourd'hui, encore une fois, organisationnel. Voilà, les différents centres d'état civil s'organisent comme ils peuvent. Ils essaient de mettre en place des systèmes qui permettent d'enregistrer les différents actes d'état civil, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, pour arriver à un système d'état civil, il faut avoir un registre national de l'état civil, voilà, auquel est interfacé l'ensemble des sous-systèmes d'état civil qui existent. Mais surtout, il faut bâtir un business model qui permette de rémunérer à sa juste valeur le service qui est rendu par les différents services d'état civil. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a dans l'état civil, il y a des frais qui sont payés. Ça veut dire qu'un business model peut être créé. Et ce service peut être monnayé parce que quelqu'un qui devait faire 1000 km pour aller, 600 km pour aller trouver un acte d'état civil, vous lui demandez de payer 500 ou 1000 francs, il ne va pas rechigner à payer 500 ou 1000 francs pour avoir son acte d'état civil. Après, se posera la problématique de la sécurisation de ces données et de l'orchestration. Et c'est à ce niveau qu'il faudra intégrer un système comme X-Road. Mohamed Meng, j'aimerais que nous consacrions les dernières secondes de cette interview, que nous revenions un peu sur le sommet du G7 dans le sud-ouest de la France, Biarritz. On a beaucoup parlé de la taxation internationale. La France est prête à revoir un peu son modèle si on arrive à trouver un accord dans le cadre de l'OCDE. On le sait, c'est après les fâcheries américaines de Donald Trump. Aujourd'hui, l'Afrique affaune jusqu'ici, l'Afrique faisant partie de l'OCDE. Le fait qu'on rouvre un peu le débat, c'est une bonne chance pour que l'Afrique puisse tirer son épingle du jeu. Non, mais très certainement, il y a des fonds. Mais vous comprenez ce silence de nos chefs d'État sur des problématiques internationales qui regardent le digital, on est toujours à fond? Voilà, mais parce que nous le disions tout à l'heure, nous avons un problème de culture des données et des statistiques. Aujourd'hui, je pense que si nos différents dirigeants arrivaient à voir la quantité de données qui transitent via les plateformes des GAFAM, on parle de les big data, usages, de big data d'ailleurs. Voilà, les usages que les gens en font, ils verraient qu'il y avait une vraie économie parallèle, voilà, économie qui se soustrait complètement, voilà, de l'économie que nous connaissons actuellement. Donc, pas de taxes qui sont payées et des acteurs qui font du business sans pour autant qu'il y ait des retombées pour l'État. Taxer les statuts de nos WhatsApp, de nos Facebook, de plus en plus on voit qu'il y a de l'activité commerciale autour. Ce serait pertinent? Mais effectivement, une entreprise qui mène une activité, voilà, via ces différents canaux-là, mais devrait pouvoir payer des taxes. C'est indispensable. Maintenant, c'est quel niveau de taxe? Parce qu'il ne faut pas non plus inhiber. Surtout si ça relève du privé. Voilà. Il ne faut pas inhiber cette capacité à innover. Mais toujours est-il qu'il faut avoir les données. Quand nous avons les données et que nous arrivons à les analyser, je pense que de meilleures politiques fiscales peuvent être élaborées et permettront à l'État de rentabiliser un certain nombre de services. Rien ne se donne sans les données? Ah non, ce n'est pas possible. On le dit tout le temps, l'or noir de nos jours, le pétrole noir, c'est la data. Et quand nous parlons de la donnée, nous ne parlons pas des sous-systèmes qui existent un peu partout. Nous n'avons pas des données, nous avons des bribes de données. Il nous faut arriver à consolider ces données pour avoir de l'information, mais c'est quand on arrive à les analyser qu'on va avoir de la connaissance et de la sagesse. Et les données de ce numéro spécial e-tech consacré à la e-administration, on peut les retrouver sur la plateforme YouTube e-Media Invest. Merci infiniment, Mohamed Doumbeng. Merci beaucoup, Ousmane. Un plaisir infini de vous avoir reçu sur ITV ce mardi soir, Mohamed Doumbeng. Mohamed Doumbeng est diplômé de l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar, ancien directeur des services d'ingénierie de l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Mohamed Doumbeng passait également par une fintech qui monte de plus en plus, dont nous avions reçu d'ailleurs le DG dans le cadre de cette émission. Il s'agit de e-tech, fintech, ici même à Dakar. Merci infiniment, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis encore une fois ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine.